elle court, pieds nus sur la terre détrempée qui colle à sa peau. Ses poumons sont en feu, une fournaise dans sa poitrine, mais la douleur est une vieille amie ce soir. Derrière elle, les cris se rapprochent, des aboiements gutturaux qui déchirent la brume. Dans le brouillard, des torches dansent comme des lucioles infernales, éclairant par intermittence les silhouettes d'hommes qui avancent. Ils ne sont pas en formation serrée, non, c'est une traque, une chasse lâche et désorganisée. Les boucliers sont dans le dos, les lames encore poisseuses du sang de ses voisins. Nous sommes en l'an de grâce 845. Sur les rives de la Seine, l'odeur du chaume qui brûle est plus lourde, plus épaisse que le brouillard du matin. À travers la fumée qui lui pique les yeux et la gorge, elle entrevoit le fleuve, sa dernière chance, sa seule issue. Quelque part au-delà de ces voiles noirs qui se découpent sur l'eau comme des ailerons de requin, Paris attend, Paris tremble. Mais le truc avec les Vikings, c'est qu'ils ne chargent jamais à l'aveugle. Ils savent ce qui compte le plus pour leurs ennemis. Ce n'est pas le trésor, pas l'or des églises, non, ce sont les femmes. Et cette femme, qui serre sa robe déchirée comme si c'était la dernière chose qui la rattachait au monde, c'est précisément ce que leur chef veut, vivante. Si vous kiffez ce genre d'histoire cachée, le côté obscur de la carte postale historique, pensez à vous abonner. Et puis, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore voir cette communauté s'étendre à travers le temps et l'espace. C'est un peu notre machine à remonter le temps à nous. Plus tard, bien plus tard, les moines de l'abbaye de Saint-Denis écriront sur cette journée. Le jour où Ragnar Lodbrok, mi-légende, mi-terreur incarnée, est descendu sur la Seine avec 120 de ses dracars. Dans leur chronique, ils décrivent le massacre, la rançon exigée, oui, mais ils parlent aussi de ce qui vient après, de ce silence pesant qui suit le chaos. Ils décrivent les épouses et les filles capturées, traînées vers les navires, hurlant comme si elles se noyaient déjà. Et pourtant, dans la marge du parchemin, comme une note de bas de page sans importance, une phrase presque anodine. Certaines ne furent jamais restituées. Imaginez une seconde. Mettez-vous à leur place. Vous êtes là, sur la rive, et vous savez qu'une rançon pourrait peu être sauver un mari, un frère, peut être même la ville entière. Mais rien, absolument rien, ne pourra vous racheter, vous. L'histoire des atrocités vikings, ce n'est pas juste une liste de raids et de rivières d'argent pillées. C'est aussi, et surtout, un catalogue des souffrances humaines infligées aux femmes. Le concubinage forcé, l'exhibition comme des trophées de chasse, le viol intégré au rituel de victoire, l'humiliation calculée pour briser l'esprit d'une communauté ennemie. Pour les Vikings, ces pratiques n'étaient pas des dommages collatéraux, c'étaient des outils, des armes de domination, à la fois matérielles et psychologiques. Maintenant, dézoomons un peu pour voir le tableau d'ensemble. De la fin du 8e siècle au 11e siècle, les navires scandinaves ont frappé partout en Europe. Le raid sur le monastère de Lindisfarne en 793 Newton était que la première note d'une symphonie macabre. Ce qui a rendu leur violence si efficace, si durable, ce n'était pas seulement sa brutalité, mais son calcul. Maintenir les hommes dans la terreur, s'emparer des richesses, et surtout démolir les sociétés de l'intérieur en transformant leurs femmes en marchandises. Mais comment on sait tout ça? Les sources ne se trouvent pas dans de jolis manuels scolaires bien propres. Elles survivent dans des chroniques écrites à l'encre de la peur par les survivants et les témoins. Au Xe siècle, un certain Dudon de Saint-Quentin marmonne dans ses écrits sur la méchanceté des Vikings envers les matrones en ruine. Les Annales de Fulda, un autre texte de l'époque, racontent qu'après un raid en 881, les femmes furent traînées au navire comme du bétail. Même les sagas islandaises, qui ont été écrites plus tard avec une certaine fierté nationaliste, parlent sans détour des enlèvements et des mariages, forcés comme d'une preuve de la puissance d'un chef. Bien sûr, certains historiens nous disent de faire attention à l'exagération. Ces moines chroniqueurs avaient tendance à diaboliser leurs ennemis, à les transformer en monstres bibliques. Sauf que voilà, l'archéologie vient corroborer ce trafic de femmes. Des études ADN sur des squelettes retrouvés à Dublin, à York ou dans les îles Orcades révèlent des afflux soudains de marqueurs génétiques scandinaves. Et dans certains cas, il y a autant de marqueurs féminins que masculins, sauf que les preuves matérielles révèlent quelque chose d'encore plus glaçant.
Beaucoup de ces femmes portent des traces de stress nutritionnel et de traumatismes antérieurs à leur arrivée, des signes qui correspondent parfaitement à une vie d'esclavage. Et c'est là, avec ces captives, que l'horreur prend une toute autre dimension. L'esclavage, ou le troll comme il disait, n'était pas une pratique accidentelle chez les Vikings. C'était un pilier de leur économie et de leur société. Les femmes esclaves cuisinaient, nettoyaient, s'occupaient des fermes, et, le plus important pour les chefs, elles produisaient les nouvelles générations de travailleurs. Beaucoup étaient des concubines forcées, ni plus ni moins. La saga de Laxdala, écrite au XIIIe siècle, nous parle de Melkorka, une princesse irlandaise capturée très jeune par son maître nordique. Son statut de princesse? Une blague. Elle n'était rien de plus que du bétail reproducteur. Son silence dans la saga est presque insoutenable. Quand on lui demande son nom, elle fait semblant d'être muette, comme si refuser de donner ne serait-ce qu'une parole à son ravisseur était son dernier bastion de résistance. Et pourtant, à travers ces fragments de texte, on peut deviner la résistance cachée de ces femmes. Certaines se sont échappées. D'autres ont préservé des bribes de leur langue, enseignant à leurs enfants des mots irlandais, anglo-saxons ou slaves, qui apparaissent curieusement dans des foyers autrement purement scandinaves. C'est comme si, dans l'obscurité d'un silence imposé, elles avaient fait passer leur culture en contrebande. Mais ça, c'est pour plus tard. Revenons au bord de la Seine, près de Paris. Les femmes capturées ont été chargées à bord des navires. De lourdes chaînes mordent leurs poignets. Les rames commencent à battre l'eau en rythme. Le chroniqueur franc Prudence de Troyes écrit que les navires vikings glissaient sur les eaux comme des dragons. Mais du point de vue des femmes, dans la cale, il n'y avait que l'odeur suffocante du bois humide, la puanteur de la sueur et de la peur, et la certitude d'être emportées au-delà des limites de leur monde connu. Et puis, il y avait la violence qu'on ne voit pas. Le langage des chroniques la réduit souvent à des euphémismes comme « déshonoré » ou « utilisé honteusement », mais on peut très bien reconstruire la scène. Imaginez le silence après les cris, après que les torches se soient éteintes, après que le chef soit sorti de la tente. Une jeune femme, une matrone en ruine, est assise sur la paille, sa robe en lambeaux. Elle est en vie, mais l'arme utilisée contre elle, c'est sa propre mémoire. Tu es maintenant impur aux yeux des tiens. Même si tu t'échappes, ton corps te condamne. Et ce levier psychologique était totalement délibéré. En s'en prenant aux femmes, les hommes du Nord blessaient l'honneur culturel de communautés entières. Prenez les annales irlandaises. Une entrée de l'année 820 et un dans les annales d'Ulster décrit des pillards à Dublin. Ils prirent les femmes par la violence, les emmenèrent à leurs navires, affligeant la terre de leur luxure. Cette phrase, aussi brève soit-elle, évoque une campagne paralysée non seulement par la peur des raids, mais aussi par la honte. L'archéologie ajoute une note de bas de page particulièrement sinistre. Dans les centres de commerce scandinaves, on a retrouvé des fers, des entraves, calibrées spécifiquement pour les femmes et les enfants. À Birka, en Suède, les fouilles ont révélé des colliers de fer, dont les serrures cliquent encore aujourd'hui quand les historiens, le visage grave, en font la démonstration. Ces colliers étaient des marchandises, utilisées pour transporter les captifs par-delà les mers, aussi facilement qu'on transporterait du bois ou du sel. Les marchés aux esclaves florissaient à Edby, à Dublin, à Kiev, et qui les remplissait? Les communautés vaincues, les épouses, les filles, les sœurs. Parfois, les femmes étaient forcées d'épouser leurs ravisseurs. Dans les sagas, ces unions sont souvent racontées avec une sorte d'affection rétrospective, du point de vue du conteur masculin, mais derrière la voix du barde se cache la réalité de la coercition. Pour une femme esclave, le mariage n'était qu'une cage avec des barreaux dorés. Attention, tous les Vikings ne suivaient pas ce modèle. On sait que certains se sont mariés volontairement, que d'autres traitaient leurs épouses et concubines avec une affection visible. Les codes de loi nordiques, comme le Graga zélandais, contenaient même des règles de protection, même si elles étaient appliquées de manière très inégale. Mais au milieu des raids, dans le feu de l'action d'une guerre d'humiliation, ces frontières s'effaçaient. Ce qui comptait, c'était le pouvoir. Et le pouvoir, c'était de réduire les femmes au statut de trophée. On voit très bien l'escalade quand on suit les différentes phases de raid selon les régions. À Lindisfarne,
793. Les moines hurlent au scandale en parlant des nonnes ravies. En Francie, au IXe siècle, on fait le compte des épouses emportées de leur ruine. Et en Angleterre anglo-saxonne, au Xe siècle, les chroniques se remplissent de lamentations sur les femmes souillées et les filles asservies. Et à l'est, là où les marchands vikings traçaient les routes fluviales jusqu'à Constantinople, des villages entiers voyaient leurs femmes aspirées par des marchés qui s'étendaient jusqu'à Bagdad. Les rumeurs se sont transformées en mythes. Dans les contes slaves, on disait que les pillards vikings faisaient rôtir du pain sur le ventre de leurs captives, comme une sorte de moquerie rituelle. Les historiens modernes débattent de la vérité littérale de ces histoires, mais leur persistance nous dit quelque chose. La souffrance des femmes était la terreur fondatrice, celle dont les gens ordinaires se souvenaient. Alors, pourquoi cette obsession pour les femmes de l'ennemi? L'argent pouvait toujours être volé, le bétail emporté, mais les femmes représentaient bien plus que de la richesse. Elles étaient les vecteurs de la continuité culturelle. Prenez-les, brutalisez-les, et vous effacez la lignée de votre ennemi. Les guerres pouvaient se gagner non seulement avec des haches, mais avec des utérus. Certains chefs vikings ont même codifié cette pratique. La saga de Harald, à la belle chevelure, composée plus tard, mais faisant écho à la réalité, se vante des femmes saisies à ses rivaux. Pour des oreilles nordiques, c'était une histoire de conquête, une preuve de masculinité et de la faveur divine d'Odin. Pour les oreilles de leurs ennemis, c'était l'horreur sanctifiée. Les témoignages les plus étranges viennent, encore une fois, de l'archéologie. Les sépultures de guerriers vikings en Angleterre contiennent parfois des parures féminines qui ne correspondent pas du tout au style viking. Des bracelets, des fibules, des pendentifs, clairement étrangers. C'était probablement le butin pris sur des femmes esclaves qui les portaient autrefois. Imaginez le silence de ces artefacts sous terre. Des bijoux qui ornaient autrefois des chevelures tressées, devenus la preuve de vie déviée vers l'esclavage. Et puis, il y a eu un tournant. L'an 991, la bataille de Maldon, en Angleterre. Les Vikings gagnent, massacrent les Anglo-Saxons et exigent un tribut. Mais derrière le tribut en argent, vient le tribut en personne. Un poème en vieil anglais qui a survécu se lamente non seulement de la mort du comte Byrhtnoth, mais aussi, dans un vers glaçant, du fait que les épouses passeraient entre les mains des ennemis. Le scribe qui a copié ce poème refuse d'écrire la suite. L'encre s'arrête net, comme si l'horreur elle-même ne pouvait être couchée sur le parchemin. Le scribe pose sa plume, comme incapable de continuer, l'encre formant une tache sur la page. C'est une ellipse littéraire, une absence remplie par une horreur que l'écrivain ne peut ou ne veut pas mettre en mots, parce que tout le monde à l'époque savait. Tout le monde savait ce que « les mains des ennemis » signifiait. Ce n'était pas une rançon, ce n'était pas un mariage respectable. C'était le destin dont on parlait à voix basse dans les villages, quand les mères avertissaient leurs filles de ne jamais marcher seules à la tombée de la nuit. Quand les armées vikings débarquaient, le coup de hache était rapide, mais la captivité, elle, s'étirait sur des années. Pour une femme anglo-saxonne après Maldon, sa vie pouvait s'effondrer en une série de transferts. Saisie par des guerriers, traînée jusqu'au navire, échangée à Dublin, puis être emmenée encore plus à l'est, vers la Baltique. À ce stade, son nom aurait été oublié ou délibérément effacé. Elle n'était plus Ethelflad ou Idgith. Elle était juste Thrall, une esclave. Et parfois, cette Thrall portait une cicatrice plus invisible que les chaînes, un enfant né de son oppresseur. Ces enfants ne grandissaient pas dans la culture de leur mère, mais dans celle de leurs ravisseurs. Certains devenaient des guerriers, d'autres des marchands. Dans les sagas, ils sont célébrés comme étant forts, bien nés par la conquête. Mais entre ces mots se cache la douleur de femmes qui n'ont jamais consenti. Leur ventre avait été transformé en territoire frontalier où la victoire s'inscrivait, génération après génération. On peut reconstituer tout ça non pas par imagination, mais à partir des sagas elles-mêmes, qui laissent tomber des indices, l'air de rien. Le Landnámabók, le grand livre de la colonisation de l'Islande, catalogue quelles familles sont arrivées avec quelles épouses ou concubines. Certaines sont simplement désignées comme « une femme d'Irlande », sans nom et pourtant fondatrice de dynasties entières.
L'histoire génétique de l'Islande aujourd'hui en est le reflet parfait. Une forte proportion de chromosomes Y nordiques, venant des hommes, couplés à de l'ADN mitochondrial des îles britanniques et d'Irlande, venant des femmes. En clair, les hommes vikings ont pris en masse des épouses et des concubines étrangères. L'archéologie vient affiner ce tableau. À York, la capitale de l'Angleterre viking, des squelettes de femmes du Xe siècle montrent des marqueurs ADN compatibles avec une origine irlandaise. Beaucoup sont mortes autour de 20 ans, certaines à l'adolescence. Plusieurs présentent des signes de travail physique intense, avec des crêtes sur les os là où les muscles étaient constamment sollicités, et de l'arthrite dans le dos, avant même d'avoir 20 ans. Celles-là n'étaient pas des dames de haut rang mariées dans la gloire. C'étaient des épouses esclaves, exploitées jusqu'à l'épuisement tout en allaitant des enfants qui n'étaient même pas les leurs. Et cette violence n'était jamais cachée. Les chroniques rapportent que pendant le sac des monastères, les femmes étaient agressées sous les yeux des prêtres et des moines. Ce spectacle était important. Pour les Vikings, la brutalité était une forme de théâtre. Prendre les femmes des chefs, c'était souiller les symboles même de la force d'une communauté. Imaginez un monastère où les vases sacrés sont pillés. Oui, mais à côté, le corps d'une abbesse ou d'une nonne est profané à la vue de tous. Pour les peuples de l'Angleterre ou de la Francie du Haut Moyen-Âge, de tels événements brisaient non seulement leur sentiment de sécurité, mais aussi leur conception de l'ordre cosmique. Les raids sur Ely, sur Hambourg, sur Lindisfarne, tous résonnent avec le même refrain. Des femmes y furent prises. Ce trafic s'étend le long d'un réseau de rivières et de mers. Les géographes islamiques écrivant à Bagdad remarquent que les Russes, c'est-à-dire les Vikings de l'Est, amenaient des esclaves en grande caravane le long de la Volga et du Dniepr. Et leurs récits précisent que c'était principalement des femmes. Pourquoi des femmes? Parce qu'à Bagdad, à Cordoue, à Constantinople, les esclaves féminines atteignaient les prix les plus élevés. Les chroniqueurs rapportent même comment leurs ravisseurs scandinaves les préparaient pour le marché. Engraissées, habillées avec des vêtements trop beaux pour elles, exhibées sur des estrades en bois pour les acheteurs. Leur prix était compté en dirhams d'argent. Pour de nombreux chefs nordiques, c'était le but même des expéditions, alimenter les marchés aux esclaves d'une économie déjà mondialisée. Et pourtant, quelque part dans les marges de cette histoire, une femme enchaînée pouvait encore murmurer les berceuses de sa terre natale. Pensez à Dublin à nouveau. Les poutres des maisons vikings qui ont été excavées sont noires de siècles d'humidité, portant encore les empreintes des poteaux où les esclaves étaient attachés. Les colliers de fer trouvés dans des fosses nous racontent quelque chose d'encore plus effrayant. Certains avaient des serrures si uniques qu'il fallait la clé du maître, un fermoir permanent qui n'était pas destiné à être ouvert souvent. Une fois fermé, le collier marquait son porteur pour toujours. Les archéologues en font la démonstration avec précaution aujourd'hui, et à chaque fois, le public a un hoquet quand il entend le lourd clic métallique. C'était le son avec lequel des femmes vivaient, jour et nuit. Chaque respiration réverbérait contre le fer. Pourtant, les sagas, curieusement, recadrent tout ça. Écoutez la saga d'Égil. Le héros se vante d'avoir pris des femmes lors de raids, mais toute la logistique brutale est passée sous silence. Il en parle comme s'il s'emparait d'un coffre d'argent, un simple gage de victoire. Ce silence narratif peut être la forme de cruauté la plus raffinée. Les voix des femmes sont effacées, leurs histoires ne sont racontées qu'à travers la bouche des hommes qui les ont asservies. Et pourtant, des échos survivent, comme des murmures sous la porte de l'histoire. Prenez les contes populaires slaves. Dans certains, on raconte que les pillards de la mer, parfois appelés varegs, testaient l'obéissance de leurs captives de manière grotesque, les forçant à cuire du pain sur leur corps ou à rester des jours entiers ligotés dans des peaux de bêtes. Les historiens crient au mythe, à l'exagération, à la métaphore. Mais la mémoire orale distille souvent le traumatisme plus clairement que n'importe quel document écrit. Le grotesque devient folklore. Le folklore devient peur. Et cette peur a façonné des sociétés pendant des siècles. Alors qu'ont enduré ces femmes elles-mêmes. Peu ont laissé de témoignages écrits. La plupart étaient illettrées et réduites au silence.
Mais l'archéologie parle à travers les eaux. Une sépulture dans les Orcades a révélé une jeune femme, à la fin de son adolescence, avec des fractures du nez guéri et des dents brisées de son vivant. Son ADN la traçait jusqu'en Irlande. Elle avait vécu assez longtemps dans les Orcades scandinaves pour que son régime alimentaire change, montrant plus de protéines de poisson que de céréales irlandaises. Elle a été enterrée, mais sans aucune parure. Pas de bijoux, pas de fibules, rien qui ne signale une femme libre. Probablement une concubine, à qui on n'a accordé qu'une tombe peu profonde en bordure du cimetière. Même dans la mort, son statut parlait d'une captivité inachevée. Maintenant, voyageons vers l'Est, vers la ville scintillante de Constantinople. Ici, les Vikings sont devenus la garde varangienne, des troupes de choc d'élite pour les empereurs byzantins. Les sagas nordiques se vantent de leur service dans les palais de Constantinople. Pourtant, les sources byzantines suggèrent quelque chose de plus sombre, que les guerriers varegs ne venaient pas seuls. Ils amenaient avec eux leurs trolls, des femmes contraintes de les servir même dans la capitale impériale. Imaginez-vous marchant dans ces couloirs de marbre, sous les mosaïques chatoyantes, et derrière un garde nordique, une femme étrangère qui le suit en silence, son regard ancré au sol. La saga d'Eyrbyggja offre une anecdote particulièrement malaisante. Elle raconte l'histoire de femmes en Islande qui ont été prises comme servantes, puis libérées par la bonne grâce de leur maître des années plus tard. Libérées, est-il écrit, comme si la générosité pouvait effacer ce qui avait déjà été enduré. Libérées, oui, mais à ce moment-là, leurs enfants portaient le nom du clan de leur ravisseur. Leur propre nom n'était plus que des notes de bas de page. Pour replacer les choses dans leur contexte, sur près de 3 siècles, de 793 à 1066, les raids et les colonies vikings ont remodelé la vie de dizaines de milliers de femmes. Les annales de l'époque décrivaient la destruction des églises et des terres. Mais dans presque tous les cas, le détail qui est préservé, c'est le sort des femmes. Parce que c'était ça, la terreur que les gens ordinaires ne pouvaient ni pardonner ni oublier. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous, aujourd'hui, de regarder si longtemps cet abîme de souffrance? Ça signifie reconnaître que la conquête ne s'écrit pas seulement en bataille et en liste de rois, mais aussi dans la souffrance silencieuse et fracassante de femmes qui n'avaient ni parchemin, ni voix, ni saga. Ces femmes se tiennent dans l'ombre de l'histoire, les chevilles enchaînées, le collier froid sur la peau, leurs berceuses volées par le vent de la mer du Nord. Mais si on les suit assez attentivement, on peut voir le fil rouge de leur résilience. Certaines ont survécu assez longtemps pour avoir des enfants qui ont transporté des fragments de leur culture dans les foyers nordiques, déstabilisant la pureté que leurs ravisseurs cherchaient à créer. D'autres ont mis fin à leur vie dans un acte de défi, les murmures racontant des sauts dans les rivières ou les mers plutôt que de monter à bord des navires. Et d'autres ont enduré, emportés dans le silence, leur souffrance préservée non par choix, mais par la cruauté particulière de devenir inoubliables. Parce que lorsque les chroniqueurs écrivaient « Les épouses passèrent entre les mains des ennemis », ils pensaient abréger l'horreur. En vérité, ils la préservaient pour l'éternité. Et ces mots, nichés dans le parchemin comme des échardes, nous blessent encore à travers le temps. De Maldon, déplaçons la scène vers l'est, le long des grands fleuves gris d'Europe orientale, où les dracars nordiques ont creusé leurs sillons dans la Vistule et le Dniepr. Pour les peuples de ces forêts et de ces steppes, les Slaves, les Baltes, les tribus finno-ougriennes, ces élégants, navires-dragons, transportaient non seulement des épées, mais aussi une faim de corps. Siméon de Kiev, écrivant au XIe siècle, a griffonné une note sinistre. Les Russes, les Vikings de l'Est, venaient avec des chaînes prêtes, comme si l'esclavage était la première ligne de leur plan de bataille. Et les cibles étaient familières, les épouses et les filles des vaincus. Pourquoi? Parce qu'à Constantinople, à Bagdad, dans les cours plus riches d'Al-Andalus, les jeunes femmes étaient une monnaie d'échange. Elles étaient les épices, la soie, l'argent des marchés vikings. Et donc, pour ces femmes, la conquête ne se terminait pas dans la fumée et l'acier. Elle se déployait en un théâtre plus long et plus angoissant. Des jours de marche les mains liées, chargées sur des bateaux, à destination de la terre de quelqu'un d'autre, du nom de quelqu'un d'autre. Le diplomate arabe Ibn Rusta décrit ces mêmes marchands russes à la fin du IXe siècle, transportant des gens comme des marchandises.
Il note sans embâge qu'ils traitaient leurs captifs comme on traiterait du bétail. Son choix de mots n'est ni une exagération, ni un accident. Ses victimes étaient engraissées pour la vente, vêtues de beaux habits qui ne leur appartenaient pas, paradées sur les marchés des terres byzantines et abbassides. Et quand un acheteur tendait la main pour toucher la joue d'une femme, pour inspecter ses dents et vérifier sa santé, son ancienne vie était déjà terminée. Imaginez alors le silence d'un village slave après un tel raid. Pas de mots laissés sur un parchemin, peu, être même pas un souvenir transmis par le chant. Mais dans l'archéologie de la région, on trouve des indices que des femmes ont disparu en grand nombre, des effondrements soudains dans les données démographiques, des enfants non répertoriés, des sépultures qui ne correspondent pas à la pyramide des âges attendus. Cette absence est une preuve, peut être puissante que la présence, des femmes simplement parties, aspirées dans un réseau qui ne les voyait pas comme des personnes, mais comme du butin. La cour byzantine, glaciale de bureaucratie, n'enregistrait pas leurs noms. Elles apparaissent dans des registres de transactions, leur existence réduite à des chiffres. 3 jeunes filles achetées par Andreas, une épouse et 2 filles transférées entre marchands. Ces gribouillis sont conservés sur des fragments de papyrus grec retrouvés à Ravenne, l'encre méditerranéenne murmurant le nom de femmes à jamais effacées de leur patrie. Et qu'en est-il de leurs enfants, nés dans des foyers étrangers? En Méditerranée, ces enfants de captifs vikings et de maîtres locaux étaient parfois à leur tour absorbés par le système esclavagiste, de la chair à canon pour les armées ou de la main-d'œuvre domestique. Mais parfois, l'un d'eux perçait, comme Olaf Tryggvason, dont la mère, Astrid, avait elle-même été esclave. Les sagas qualifient Olaf de roi destiné par les dieux. Mais sous ces lignes se trouve l'histoire d'une femme enchaînée et vendue, sa souffrance effacée derrière la couronne de son fils. Revenons maintenant vers le nord, dans les fermes scandinaves. Dans des villes comme Edeby et Kaupang, l'archéologie met au jour des cellules, des fosses aux parois de bois avec peu de ventilation. À l'intérieur, des os de jeunes femmes, des phalanges brisées par les chaînes, des dents usées par les traumatismes et une mauvaise alimentation. Ce n'était pas un aspect secondaire du monde viking, c'était une infrastructure. Les trolls n'étaient pas temporaires, ils étaient l'économie, la monnaie, la hiérarchie sociale. Sans eux, la société n'aurait pas pu s'étendre aussi vite. Et qui portait le poids le plus lourd de ce système? Les femmes. Les lois du Gragazilandais, recopiées au XIIIe siècle, sont claires. Une thrall était la propriété de son maître. Frapper le thrall d'un autre homme sans permission était une forme de vol. Mais si le maître lui-même la frappait, la maltraitait ou la forçait à coucher avec lui, la loi est silencieuse. Dans ce silence, on entend les échos de 3 siècles de voix qui n'ont pas été enregistrées parce qu'elles n'en avaient pas le droit. Imaginez à nouveau la garde varangienne, ces mercenaires nordiques imposants au service des empereurs de Constantinople, vêtus d'armures étincelantes, ayant juré de protéger le trône byzantin. Ils sont devenus des figures quasi mythiques dans les archives grecques, mais dans leur ombre se trouvaient les femmes qu'ils avaient saisies en chemin, des épouses et concubines étrangères, cachées dans les recoins de la grande cité de pierre de Constantinople. Une source arabe, Al-Masudi, écrit comment les Russes faisaient parader leurs jeunes filles dans les ports de la mer Noire, en route vers les marchés, chantant des chansons pour noyer leurs larmes. Pensez-y, même les marchands savaient que les voix des captives pouvaient se transformer en plaintes. Leur solution était de les noyer dans la musique, de rendre le chagrin invisible sous le vacarme des cordes et des chants rythmés. La conquête n'était pas seulement physique, elle était aussi auditive. C'était un étouffement de ses propres cris humains. Et pourtant, même à travers le silence, ces femmes ont enduré. Les archéologues remarquent des traces culturelles qui ont persisté dans les terres nordiques. Pas seulement des mots irlandais en Islande, mais des motifs de peigne slave enterrés dans des colonies scandinaves, probablement apportés par des femmes esclaves. C'est comme si ces femmes avaient fait passer en contrebande de minuscules fragments de leur identité, au-delà des colliers de fer et des chaînes. Un motif sculpté par-ci, une mélodie de berceuse par-là. Pas grand-chose, mais assez. Dans les sagas, ces femmes esclaves n'ont presque aucune place. Elles sont décrites comme des jetons, la femme des Hébrides ou la troll d'Irlande. Mais pour l'histoire, leur silence enfle comme une crue.
Quand vous êtes à Dublin aujourd'hui, sur le site archéologique de Woodquay, vous pouvez presque sentir le grondement étouffé du marché d'il y a 11 siècles. Les hommes négociant bruyamment, et derrière eux, des rangées entières de femmes, les yeux baissés, les épaules verrouillées par la peur. Une rumeur étrange et macabre s'accroche au commerce sur la Volga. Le diplomate arabe Ibn Fadlan, qui a réellement observé les Russes sur la Volga en 922, a vu comment les jeunes filles esclaves étaient traitées. Il mentionne l'une d'elles qui a été donnée au compagnon d'un chef décédé dans le cadre de ses funérailles. Un rite terrifiant où elle a été droguée à l'alcool, puis agressée sexuellement en public avant d'être tuée et placée sur le bateau funéraire du chef. Les chercheurs débattent de la fréquence de cet acte, mais le fait qu'il se soit produit au moins une fois dit tout. Les corps des femmes étaient des outils de cérémonie, de conquête, de profit et de honte. Et donc, quand les chroniques rapportent que les épouses passèrent entre les mains des ennemis, elles parlent en réalité de générations de femmes embaumées dans le silence. Elles parlent d'un système si vaste et si froid que des femmes de la Seine, du Shannon, de la Volga, ont toutes vécu des vies de servitude étrangement parallèles. Laissons la caméra de l'histoire faire un dernier panoramique. Une ferme en Islande, en 950. Des enfants jouent dehors, leurs cheveux blonds attrapant la lumière des torches. À l'intérieur, une femme remue le foyer. Ses mains sont rugueuses, ses yeux sont lointains. Elle n'est pas d'ici. Elle fredonne une mélodie étrange pour des oreilles irlandaises. Peut être irlandaise, peut être slave. Personne n'écrit son nom. Elle mourra dans cette ferme. Ces petits-enfants se prétendront purement nordiques, oubliant entièrement la captive qui les a maintenus en vie. Mais l'histoire s'en souvient, parce que les os et les chroniques refusent le silence complet. Et pourtant, la mémoire n'est jamais si simple. Le silence a une façon de parler. Parfois, il crie plus fort que les mots. Les fondations en pierre des maisons longues islandaises renferment les échos de mers étrangères enterrées sans stèles. Les sagas, écrites des siècles plus tard par leurs descendants, sont curieusement muettes sur les origines de certaines épouses. Ce mutisme étrange est en soi un témoignage. Les conteurs ne voulaient pas se souvenir, car se souvenir, c'était admettre que leur lignée portait la conquête dans sa moelle. Mais parfois, la saga dérape. On le trouve dans des phrases comme « Oh, la bien-pensante, une femme de l'Ouest ». Cette phrase semble simple, peut être même fière. Mais derrière elle se cache le son des cris sur les côtes irlandaises, une jeune fille arrachée à la ferme incendiée de son père, des chaînes de fer coupant la peau. Elle n'est pas décrite comme une captive. Elle est enveloppée dans un vague générique. Une femme de l'Ouest. Toute sa vie a été réduite à une direction sur une boussole. La réalité, ce n'était pas des points cardinaux. La réalité, c'était le trauma. Imaginez le Vineland, de l'autre côté de l'Atlantique. La tentative des Norvégiens de coloniser un nouveau monde est écrite dans les sagas. On entend parler d'explorateurs, robustes et aventureux. Pourtant, qui étaient les femmes qui ont aidé à construire ces fragiles colonies, souvent contre leur gré, qui ont transporté l'eau des ruisseaux glacés, dépecé les animaux et cousu les voiles en peau de morse? Parmi elles se trouvaient probablement des trolls amenés de toute l'Europe ou capturés lors de nouveaux raids. Certaines sagas mentionnent ces servantes presque après coup, comme des ombres remplissant l'arrière-plan de contes héroïques. Mais si vous vous concentrez sur ces ombres, vous réalisez qu'elles sont les travailleuses qui ont nourri, vêtu et même soigné les hommes aujourd'hui glorifiés comme des découvreurs. Ce schéma, l'invisibilité de la douleur des femmes, court comme un fil noir à travers la société viking. On se souvient des rois pour leurs conquêtes, des héros pour leurs victoires, des explorateurs pour leurs voyages. Les femmes disparaissent dans des notes de bas de page, prises, libérées après de nombreuses années, mariées au sein de la maisonnée. Mais les os, l'ADN, les faibles traces archéologiques murmurent une histoire différente. Ils nous disent que les femmes étaient partout. Ils nous disent que les femmes étaient la fondation. Reprenez Dublin, capitale viking en Irlande. Les archéologues ont déterré des outils de tissage, des fuseaux et des métiers à tisser. La plupart appartenaient à des femmes, et beaucoup de ces femmes étaient des captives forcées de transformer la toison en richesse pour leurs ravisseurs. Ces vêtements étaient vendus à l'étranger contre de l'argent, utilisés pour acheter plus d'armes
qui était utilisé pour capturer plus de femmes. C'était un cycle sans pitié. Les fils textiles pouvaient étrangler les femmes d'un continent plus efficacement que l'acier. Et ainsi, l'histoire de la conquête viking ne se raconte pas seulement en dracars et en haches. Elle est tissée dans de la laine teinte d'un cramoisi profond, la couleur de la coercition. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, considérez ceci. Certains historiens estiment qu'en l'an 1000, un dixième ou plus de la population scandinave était constituée de thralls. Imaginez-vous marcher dans un village. Un visage sur 10 était celui d'un esclave, quelqu'un qui n'était pas libre, pas en sécurité. Et comme les femmes étaient majoritaires parmi les esclaves, cela signifiait que des maisonnées entières fonctionnaient sur le travail et l'assujettissement des épouses conquises. Pourtant, cette fondation économique secrète a été largement ignorée par les auteurs de sagas. Ils glorifiaient les navires, les héros et les dieux. Ils connaissaient la vérité, que des générations de prospérité nordique avaient été bâties sur des femmes dans l'ombre, mais ils ont choisi le silence. Le silence était plus facile, le silence préservait l'honneur, mais le silence ne dure pas éternellement. À la fin du XIe siècle, le christianisme s'était répandu en Scandinavie, apportant avec lui de nouveaux codes moraux. Les prêtres enseignaient l'égalité devant Dieu. Certains ont même condamné l'esclavage sexuel. Lentement, douloureusement, la machine de l'esclavage s'est fissurée. Mais pas avant que 300 ans de souffrance n'aient déjà été cuits dans le sol, dans les berceuses, dans les gènes d'innombrables descendants. Et maintenant, revenons à la scène d'ouverture. Paris, 845. La femme court pieds nus sur la terre humide. Elle voit le fleuve devant elle. Elle ne sait pas encore pour Bagdad. Elle ne sait pas encore pour les marchés de Dublin ou les varègues de Constantinople ou les fermes silencieuses d'Islande hantées par ses descendants. Ce qu'elle connaît à cet instant, c'est la panique, le feu et la perte. Elle serre sa robe, elle trébuche, elle sent des mains lui saisir les poignets. Elle crie une fois. Pour elle, le raid est singulier. Une nuit, un village, une capture. Mais à travers l'Europe, à travers 3 siècles, des milliers de femmes ont vécu cette seule nuit, encore et encore. Multipliée, répercutée, amplifiée. Pour les chroniqueurs, c'est devenu une formule. Pillage, rançon, mort et toujours. Les épouses passèrent entre les mains des ennemis. Cette phrase n'était pas métaphorique, elle était littérale. Des mains qui se fermaient comme des menottes, des mains qui poussaient les femmes à bord des navires, des mains qui les traitaient comme des marchandises, des mains qui réduisaient au silence, marquaient au fer, vendaient. Le public moderne romantise souvent les Vikings, des aventuriers vêtus de cuir, des mythes à cornes, dépouillés de leur brutalité. Mais sous le vernis touristique se trouve la vérité enfouie. La terreur de leur raid s'est abattue le plus durement, non pas sur les trésors d'argent ou les murs des monastères, mais sur les corps des femmes, leurs captives, leurs concubines, les mères de générations contraintes à de nouvelles lignées. Et même dans leurs sagas mythifiées, l'ironie survit. Les Norrois se vantaient d'être des poètes, des amoureux des histoires, des conservateurs de légendes. Pourtant, la plus grande histoire, la souffrance des femmes qui ont rendu la civilisation nordique possible, est celle qu'ils ont refusé d'écrire. C'est peu être pour ça que l'archéologie refuse de se taire. C'est peu être pour ça que des os continuent de refaire surface avec des poignets enchaînés, que l'ADN continue de confesser des secrets, que le sol conserve des menottes, des colliers et des peignes. Parce que même lorsque le parchemin se tait, la terre se souvient. Et c'est peu être ça, la vérité la plus glaçante de toutes. Les Vikings pensaient s'immortaliser par la gloire. Au lieu de ça, ils se sont immortalisés par la souffrance de celle qu'ils ont réduite au silence. Imaginez une dernière image, une ferme en Islande. Le feu crépite, les enfants dorment. La femme près de l'âtre fredonne sa chanson à voix basse. Elle sait qu'elle ne rentrera plus jamais chez elle, qu'elle ne reverra jamais les champs verts d'Irlande ou les grands pins d'une rive slave. Mais sa mélodie se glisse doucement dans les oreilles de son enfant. Cet enfant grandira, racontera des histoires, ne réalisera peu être jamais d'où vient cette mélodie, mais elle survivra une mémoire passée en contrebande, au-delà de l'oppression, cachée dans le souffle d'une berceuse. Des siècles plus tard, des étrangers creuseront la terre et trouveront ses eaux.
Ils murmureront son histoire à voix haute. Et enfin, sa voix sera entendue. Et ainsi, la véritable histoire cachée des Vikings n'est pas seulement celle de raids audacieux ou d'argent scintillant, mais la douleur indicible des épouses conquises. Leurs histoires n'ont pas été écrites à l'encre, mais dans le silence, les cicatrices et les berceuses. Et nous, des siècles plus tard, il nous reste à tendre l'oreille pour entendre les vérités que les sagas ont refusées et à nous souvenir des femmes qu'ils ont si désespérément tenté d'effacer. Écoutez, à travers les siècles, à travers les fleuves, à travers les voiles noirs des dracars fendant le brouillard. On peut presque encore l'entendre, l'écho des pieds nus frappant la terre humide, le râle des poumons brûlants de panique, le sanglot déchiré au moment où les chaînes se referment. Une femme, des milliers de femmes, leurs pas, leurs cris, leur silence, tous piétinés dans l'histoire par des hommes qui se prenaient pour des dieux. Mais l'histoire est têtue. Les sagas peuvent oublier, les chroniqueurs peuvent détourner le regard, mais la terre, les eaux, les murmures, eux, se souviennent. Et nous le devons aussi.